Bienvenue dans Success Stories, le magazine de LN24 où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous reçoivent et nous expliquent aussi les clés du succès de leur entreprise, leur histoire et leurs défis. Une émission spéciale FinTech que nous devons de commencer finalement avec le président de FinTech Belgium. Il sera là ici pour nous parler notamment d'un grand événement, le Digital Finance Summit, un événement où une série d'entreprises ont été mises à l'honneur. On les recevra, ces 4 entreprises qui ont reçu un award lors des Digital Finance Summit. Alors d'abord, on commencera évidemment avec le CEO de Paynovate, une entreprise spécialisée dans les solutions de paiement. Nous enchaînerons avec Opère, une entreprise qui aide les banques et les courtiers à digitaliser le processus pour commercialiser les crédits immobiliers. Dans la 3e partie de cette émission, nous recevrons BeFine, une entreprise qui permet aux banques de gérer de manière efficace une réglementation de plus en plus exigeante en matière notamment de reporting. Enfin, dans la dernière partie de cette émission, nous recevront LivrePay, une fintech qui facilite l'épargne immobilière dès 100 € sans frais avec un rendement de 4 à 6%. Assez intéressant, on verra. Mais donc d'abord, j'ai le plaisir de vous recevoir, Jean-Louis Vanoux. On peut dire que vous êtes un habitué de l'émission, des grands écrans aussi. Bienvenue Jean-Louis. Merci beaucoup Pierre. Et nous avons aussi Robert Mas de Paynovate. Alors d'abord, Jean-Louis, peut-être un petit rappel pour que le téléspectateur comprenne aussi. On parle de FinTech Belgium. FinTech Belgium, c'est quoi ? Alors, FinTech Belgium, c'est l'association des startups et des scale-up qui sont actives dans les services financiers, assurances, etc., digitaux en Belgique et peut-être dans le monde. Services financiers, pour recadrer aussi, FinTech, services financiers. Alors les services financiers, il faut penser à tous les services qui sont offerts par votre banque, qui sont des services de tenue de compte, de paiement, d'investissement, de crédit. On a entendu dans le générique de le départ les crédits hypothécaires, des placements dans l'immobilier, dans le mobilier. Donc ce sont tous ces services-là qui peuvent être rendus par des plus petites sociétés et qui visent principalement l'innovation. Donc, ils réinventent un petit peu les multiples métiers de la banque. Combien de membres en Belgique, finalement, Alors, on a plus de 140 membres en Belgique, ce qui, proportionnellement à notre pays, est énorme. Donc, on a une maximum représentation de nos membres. Alors, la grande messe, c'est le Digital Finance Summit. C'est bien ça, c'est une fois par an. Et on y met à l'honneur une série d'entreprises qui reçoivent un award. C'est bien ça ? Absolument. Alors, le Digital Finance Summit, c'était la 7e édition l'année dernière. Et en décembre cette année, nous aurons la 8e. On a eu plus de 550 participants. Une centaine de speakers qui viennent du monde entier. On a une présence à peu près de 40% maintenant qui viennent de l'étranger. Donc, c'est dire si nous avons fait du ramdam au niveau de notre association. Et effectivement, on a 4 stages sur lesquels on a débattu de plusieurs... 4 podiums, quoi. 4 podiums, oui. Américaine, là, le stage. Un petit peu à l'américaine, bien sûr. On a un peu... Ça, c'est digital. Ouais. Mais l'important, c'est de savoir qu'on a eu vraiment des thèmes très importants sur ESG, sur les technologies, sur la sécurité, sur le blockchain et sur l'intelligence artificielle. Et nous avons mis, évidemment, à l'honneur les nouvelles startups ou les scale-up confirmés dans ce qu'on appelle une bataille de pitch dans lesquelles les différentes startups et scale-up présentent leurs projets. Et alors, nous avons le prix, on a eu 4 prix, le prix de la scale-up, le prix de la start-up, le prix du jury et évidemment le prix du public. Impeccable. Alors, on va commencer effectivement avec un des premiers prix, le prix de la start-up de l'année pour ce Digital Finance Summit. Alors, on reçoit, j'ai le plaisir, Robert Mas. Bonjour Robert. Bonjour Pierre. Alors, diplômé de Solvay, diplôme de Solvay et aussi en droit. Ça, c'est quand même encore, quand on voit dans le parcours, c'est ce que je vois. Vous êtes passionné par l'informatique. Vous avez toujours été un entrepreneur, notamment dans l'informatique. Vous aviez des sociétés au départ dans l'importation et la distribution de matériel, ensuite dans les services informatiques. Et puis, on comprend très bien, Solvay, informatique, ça vous amène un jour à FinTech. Et vous êtes passionné de FinTech. En 2009, vous créez LoyalTech. S'en suivront plusieurs FinTech. En 2014, vous lancez, on va dire, l'idée, dans ce que j'ai compris, de Paynovate, qui se développera réellement à partir de 2019. Vous avez reçu le prix cette année maintenant, effectivement, de la start-up du Digital Finance Summit. Alors, en lançant Paynovate, si on veut faire un peu le pitch, à quelle problématique vous êtes-vous attaqué, Robert Mas ? Paynovate, ça a été
créé pour répondre à une problématique très spécifique. On était déjà actif dans les terminaux de paiement et on s'est rendu compte que le secteur de la vente directe en Belgique, donc des sociétés comme Tupperware... Qui vont dans les maisons vendre des trucs, faisait l'objet d'une réglementation très contraignante en Belgique, très spécifique, qui les empêchait d'utiliser les solutions classiques de terminaux de paiement électroniques. Et donc, on a développé une solution spécifiquement pour ce secteur-là à l'époque. Et c'est comme ça que ça a démarré. Oui, c'est un peu les soirées pyjama où on vend du Tupperware, Victoria, les bijoux, etc. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir payer aussi à ce moment-là. Et vous avez des réglementations spécifiques. Vous innovez avec Paynovate. Alors, une problématique de niche, évidemment, à l'époque, pour cette vente directe. Aujourd'hui, c'est quoi votre business avec Paynovate ? Alors aujourd'hui, le business s'est développé. On fournit en fait des solutions de paiement électronique sur terminaux de paiement et e-commerce à peu près 15 000 commerçants en Belgique. Donc c'est la même activité, mais beaucoup plus étendue. Par ailleurs, on a également augmenté notre offre de services. Et comme quoi, quand vous dites augmenter votre offre de services, on voit ces terminaux de paiement, on les imagine, on en voit nombreux dans les commerçants, surtout que maintenant, ils sont tous obligés aussi d'avoir un terminal de paiement. Mais augmenter les services, vous avez développé quel autre type de service, on va dire fintech ? On continue donc toujours à accepter les paiements à partir des terminaux de paiement, mais on fait également de l'e-commerce, on émet des cartes de paiement et maintenant on propose également nos propres services de compte IBAN, des comptes de paiement avec une application mobile et web permettant de recevoir, d'envoyer des virements, des domiciliations. Donc c'est l'équivalent d'un service bancaire de base. Et on s'adresse pour ça plutôt à des problématiques spécifiques, surtout liées au secteur B2B. Donc de business à business, d'entreprise à entreprise, c'est ça. Mais aussi pour les ASBL, si j'ai bien compris. On peut s'adresser évidemment à n'importe quel secteur, mais notre offre rencontre du succès, notamment auprès de secteurs qui malheureusement font l'objet d'une certaine discrimination du secteur bancaire traditionnel. On pense à des secteurs comme par exemple le secteur du jeu, les paris sportifs par exemple, mais également des entreprises qui travaillent avec l'étranger, avec des pays d'Afrique notamment, ou encore des choses beaucoup plus étonnantes comme, les diamantaires, ça c'est pas tellement étonnant, mais le WWF par exemple, qui ont des difficultés à obtenir des services bancaires et donc on répond à leurs problématiques. Je ne vais pas dire qu'on dit oui tout le temps, ce serait exagéré, mais au moins on s'engage à écouter avec bienveillance et sans préjugés tous les gens qui ont une activité légale, bien entendu. Légale, bien entendu, ça c'est important. Quelle est l'ambition finalement de Paynovate et quels sont les défis aujourd'hui pour atteindre cette ambition ? Alors, le défi aujourd'hui, c'est de continuer à gérer la croissance. Aujourd'hui, on emploie plus de 50 personnes. Donc... Plus de 50 personnes pour Paynovate, oui. Tout à fait. Mais on a du mal, comme toutes les entreprises technologiques du secteur, à retrouver, recruter, conserver les talents. Et puis, évidemment, gérer également la croissance technologique, les développements internes, les partenariats. Ce sont vraiment les deux problématiques principales. Donc la technologie, les talents, donc l'innovation, effectivement, le talent, quand on veut grandir, c'est souvent sur ça qu'on s'appuie le plus. Alors, gérer la croissance, c'est aussi à l'étranger pour Paynovate, quand on gère la croissance ? C'est à l'étranger. Pour les terminaux de paiement, on a commencé en Belgique. Et la Belgique, les pays limitrophes sont toujours l'essentiel du volume d'activité. Mais nous avons aujourd'hui des clients dans tous les pays européens, ou à peu près, en traitant 200 devises, vraiment, même en dehors d'Europe. Pour la partie e-commerce, compte en banque, là, on va beaucoup plus loin. C'est toute l'Europe, l'ambition. Et on commence également à aller au-delà. Alors, on a bien compris là pour Paynovate, on voit ce prix en fait qui se réaffiche. Alors, on l'a vu au début de cette émission, vous êtes un serial entrepreneur aussi dans le domaine de la fintech. Vous avez également lancé la société Giftify, c'est ça si j'ai bien compris. Alors en 2009, là c'est quoi le pitch pour un peu comprendre la complémentarité par rapport à d'autres startups, puisque les deux existent en même temps, si je comprends bien. Tout à fait, j'ai l'occasion de diriger les deux. Giftify répond à une problématique spécifique des centres commerciaux. On fournit une solution de carte cadeau à destination des centres commerciaux. Donc c'est une carte cadeau qui est vendue par le centre commercial lui-même et qui est utilisable chez tous les commerçants du centre. Donc c'est une offre assez large et diversifiée pour le bénéficiaire de la carte. Donc si je vais au shopping, au Lué ou Nivelles ou quoi que ce soit,
j'ai une carte qui me permet d'acheter dans tous les magasins. Ça, c'est une carte cadeau en fait que je peux offrir. Je dis j'ai 50 € que je vais offrir à ma fille pour la Noël et elle peut acheter ces différents éléments. Ça fonctionne bien. Vous avez combien de clients là-dedans pour avoir une idée, pour dire on imagine combien de commerces dans un centre commercial, mais vous avez combien de centres commerciaux pour une idée plus ou moins? C'est quelque chose qu'on a commencé maintenant il y a plus de 10 ans. D'accord. On s'est bien étendu. Aujourd'hui, je pense qu'à peu près toutes les sociétés d'immobilier commercial européennes sont clientes chez nous. Et on fournit des solutions à plus de 500 centres commerciaux. 500 centres, donc ça fait, si on voit une cinquantaine de magasins par centre, ça fait déjà minimum 50 peut-être magasins. Oui, et la moyenne étant largement au-delà. Ouais, donc 500, il fallait une centaine de magasins. Ça donne une bonne idée effectivement de l'étendue du réseau. Vous êtes exclusivement présent en Europe? Vous dites que vous avez des grands projets aussi, ou là aussi vous êtes à l'étranger? Alors aujourd'hui, on est bien présent partout en Europe. On commence à s'étendre à l'étranger. On s'attend à signer très bientôt au Moyen-Orient. Juste une petite dernière question. Quand on va signer comme ça, ça se passe comment pour démarcher un centre commercial? C'est parce que vous avez un groupe qui en construit plusieurs, ou c'est vraiment une démarche tous les jours du nombre de centres qu'on visite? Au début, c'est dur? C'est les deux, et c'est un effort toujours renouvelé à chaque fois, en tout cas, qu'on veut s'introduire dans une nouvelle région ou un nouveau pays, puisque chaque pays pense qu'il est tellement particulier et que même si ça marche ailleurs, est-ce que ça marchera chez lui? C'est la difficulté. Les premiers, c'est les premiers contrats dans les pays, et puis ça grandit un peu plus vite. Vous avez deux sociétés, on peut dire que votre créneau, ce sont les solutions de paiement? C'est un peu ça le point, que ce soit Giftify ou... Ce sont les solutions de paiement, et puis c'est l'activité FinTech par excellence, c'est-à-dire essayer d'innover, sortir un peu des sentiers battus des banques et de la finance traditionnelle pour aller de l'avant, pour boucher les trous, on pourrait dire, en répondant à des besoins très spécifiques. En tout cas, encore félicitations pour ce prix, notamment de la start-up du Digital Finance Summit. On remercie aussi Jean-Louis Vanou. On va voir les 3 autres gagnants juste après la pub. On commencera notamment avec Opère. Vous verrez de quoi on parle. On se retrouve dans quelques instants. De retour dans Success Stories, le magazine de N24 où les entrepreneurs et les entrepreneureux nous expliquent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors on est dans une émission spéciale FinTech et là on reçoit Geert van Kerkhove de Opère. Bonjour Geert. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur commercial à Anvers, vous avez aussi fait un master à Vienne, vous avez commencé à travailler dans ce qu'on peut dire le SAP, notamment avec des startups dans le crédit qui s'appelait FinBetween, une boîte qui a eu une croissance très rapide, passé de 0 à 100 personnes assez rapidement. Ensuite, la start-up a été vendue et vous avez rejoint une Big Four pour notamment le conseil dans le domaine du crédit aussi, toujours une spécialité dans le domaine du crédit, on voit le lien avec les fintech, pendant 3 ans. Ensuite, il y a le lancement d'une première start-up en 2018, félicitations, qui sera vite vendue, et en 2019, vous lancez Opère. Alors il y a 2 ans, ça c'est intéressant quand même quand on voit par rapport au Finance Summit, Digital Finance Summit, il y a 2 ans, c'est vous qui aviez reçu le prix de la start-up de l'année, et là, vous grandissez très vite, donc vous recevez le prix de la scale-up de l'année, ici, en 2022. Donc on ne peut que vous féliciter, et aussi comprendre, finalement, Opère, c'est quoi le pitch, Geert? Ok, avec Opère, on aide des banques et des courtiers à digitaliser leurs processus commerciaux pour le crédit hypothécaire ou le crédit immobilier. Donc vous les aidez à digitaliser. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que vous allez faire quoi? Leur fabriquer un espèce de produit blanc pour pouvoir mettre leur crédit en ligne, c'est ça? Ou c'est ça que vous allez faire? Oui, tout à fait. C'est un produit blanc. Alors ça veut dire qu'on aide les banques et les courtiers à servir mieux leurs clients. Et en effet, point de vue processus, on couvre tous les processus de contact vers le contrat du crédit. Ça veut dire qu'au moment qu'un client cherche un bien, on est là pour l'aider avec nos outils et on veut aller jusqu'au la signature, l'octroyance du contrat. Oui, donc vous allez vraiment prendre en charge toutes les... Je repère un bien, on va me démarcher, entre guillemets, je vais pouvoir faire toutes ces étapes jusqu'à pouvoir arriver jusqu'à la signature. C'est ça que je comprends, les étapes de A à Z. Mais j'ai envie de vous dire, OK, produit blanc, une start-up, pourquoi, c'est peut-être l'intérêt justement des fintech, pourquoi des banques travailleraient avec vous ou ont intérêt finalement à travailler avec vous et avec vos produits blancs? Autrement dit, pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes? Oui, c'est une bonne question. Alors,
on a vu que beaucoup de banques ont encore des défis avec digitaliser une telle service. Je pense là, on a l'avantage de travailler autour de l'Europe. On a aussi un 100% focus sur le crédit immobilier. Et là, on va aussi, parce qu'on travaille pour plusieurs clients, on peut offrir les banques des meilleures practices qu'on offre aujourd'hui et une expérience client qui est vraiment supérieure à les processus qui sont là pour l'instant. Alors, quand vous dites ça, hein, je reprends un peu les mots, une expérience client qui est un peu supérieure à ce qui existe pour l'instant. Bon, pour le téléspectateur, pour moi-même, c'est un peu flou. Vous pouvez me donner un exemple? Ça veut dire quoi quand on a une expérience digitale mieux que ce qu'il y avait avant sur le marché? Oui, si vous me permettez, je prends un exemple de notre secteur. Oui. Alors, on veut digitaliser une carte Michelin pour trouver nos chemins. Celle qu'on faisait où monsieur ou madame tient la carte et l'autre conduit. C'est ça. Alors, il y a deux possibilités pour le digitaliser. On peut scanner la carte et le mettre sur un smartphone et dire c'est digitalisé. Ou on peut complètement réinventer l'expérience client comme, par exemple, Waze et Google Maps ont fait. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est un exemple très concret. La manière dont je digitalise une carte, bêtement la digitaliser égale le PDF ou alors réinventer le business. Vous êtes en mesure de prouver que justement votre solution de digitalisation pour une banque est plus efficace et un petit peu, comme vous dites, le Waze versus la bête carte digitalisée? Oui, je pense qu'un exemple d'un client bancaire qu'on a pour l'instant, avant d'utiliser Opère, 2% de leur volume de crédit immobilier était par le site web. Maintenant, après 9 mois d'utiliser Opère, on fait 15% de leur production en ligne avec nos expériences clients. Ok, donc ils sont passés de 2% en ligne à 15% en ligne. Alors, on ne va pas refaire tout le temps la métaphore avec Waze et la carte, mais pourriez-vous nous donner des exemples par rapport à un crédit hypothécaire, enfin un crédit classique, quels sont des exemples de fonctionnalités que vous allez offrir dans cette expérience client qui sont chouettes, entre guillemets, justement, pour la banque à offrir à ses clients? Oui, dans nos solutions, on a trois grands modules. Le premier module, c'est l'interface client. Et là, le client peut même faire toutes les étapes sur le crédit immobilier jusqu'au le contrat. Ça veut dire qu'on a un simulateur, on peut faire le préaccord, l'échéance des documents, signature de contrat, tout en digital. Alors, ça, c'est vraiment pour donner de la confiance au client. D'accord. Mais en même temps, quelque chose qu'on a aussi appris, c'est le fait que pour un crédit immobilier, c'est aussi important de parler avec quelqu'un, avec une bank advisor ou un courtier. Et pour ça, on a développé une interface virtuelle pour donner de la conseil, où les clients peuvent demander des questions et le conseiller peut répondre. Le troisième module qu'on a, c'est aussi pour diminuer le montant de papier ou le PDF pour avoir une échéance. On a développé des liens en direct avec des fournisseurs pour obtenir une signature électronique ou pour avoir preuve de l'identité du client. Oui, donc c'est vrai que la différence par rapport à un formulaire papier classique, si je devais faire une demande, c'est qu'ici je peux faire mes simulations, je peux rencontrer et dire tiens, ma mensualité sera autant, je peux, comme vous le disiez, pouvoir rencontrer un conseiller virtuel, ou enfin je peux faire une signature officielle, envoyer des documents, collecter des données. Ça, c'est assez intéressant. C'est le fait que finalement je peux valider tout ce côté officiel de ma demande? Oui, mais on va aller aussi un petit peu plus loin pour l'instant, parce que, pour exemple, aujourd'hui, si je veux avoir une preuve d'un salaire, j'ai besoin d'une fiche salaire. Alors ça, c'est du papier en plus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça, c'est aussi de connecter directement aux banques comptables du client pour avoir tous les revenus, le salaire, les charges directement du compte, et à ce moment-là, accélérer toute l'expérience client. Oui, c'est vrai que la banque a ses données, donc elle peut dire finalement, j'ai bien la preuve que vous gagnez autant, que vous dépensez plus ou moins autant par mois, donc il reste autant en capacité de remboursement. Donc ça va accélérer effectivement le fait de dire oui, et c'est vrai qu'on est de plus en plus pressé quand on fait des demandes pour l'instant. Alors, bon, je répète, félicitations, vous étiez start-up de l'année il y a 2 ans, vous êtes scale-up, donc celle qui grandit le plus vite cette année en 2022 pour ce fameux Digital Finance Summit. C'est quoi finalement l'ambition, quand on grandit comme ça, l'ambition d'une boîte comme la vôtre? Chez nous, aujourd'hui, on travaille dans 5 pays avec une dizaine de banques et des courtiers. Alors, si moi je dis c'est quoi les ambitions, on va avoir de l'impact avec Opère. Alors, ça veut dire plus de pays, plus des banques et des clients et aussi plus de produits et de vraiment commencer à faire
plusieurs produits dans cette customer journey pour acheter une maison. Donc plus de produits, plus de banques et aussi plus de produits différents où on gère une expérience digitale de A à Z. Quel défi alors? Quand on regarde maintenant, on est là-dedans, vous avez cette ambition de plus de pays, plus de banques, plus de services, toujours avec une expérience qui permet de vous distinguer dans les produits blancs que vous offrez aux banques. C'est quoi le défi, les petits obstacles où on dit là il va falloir y aller? Ouais, je vois maintenant 3 défis. Un, c'est le recrutement, parce que le talent, c'est le levier pour la croissance d'une entreprise comme nous. De l'autre côté, c'est aussi scaler nos ventes, parce qu'on est dans plusieurs pays, il y a toujours une différence culturelle. Ça, c'est d'être présent dans assez des pays pour l'instant. Et le troisième défi, c'est surtout avec l'hausse de taux et le climat actuel économique. Ça, c'est aussi de naviguer ça. Oui, donc le climat du fait d'avoir des taux difficiles, ça veut dire qu'on a le marché. C'est répondre quoi? C'est répondre adéquatement au climat économique et à ce contexte de hausse des taux? Oui, je pense qu'on a besoin maintenant, on est en train de scaler comme entreprise, mais c'est aussi important d'avoir de l'agilité dans nos plannings dans le futur. Mais aussi, on est des optimistes. À mon avis, la vague digitalisation est pas en train de... C'est ici pour rester. Et là, je pense qu'on va avoir des opportunités à faire plus de projets avec plusieurs banques. Mais on a besoin d'agilité à ce moment-là. Ça veut dire quoi? En fait, j'entends, ça veut dire que vous dites finalement, la mauvaise nouvelle, c'est que le volume total de crédit va quand même diminuer dans le contexte actuel, mais d'un autre côté, ça va peut-être encourager les banques à faire encore plus de digital et donc dire, pour vous, finalement, votre marché va grandir, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement ça. Okay. Je pense que, oui, beaucoup de clients ont fait du forecasting que les volumes vont diminuer, mais on voit aussi qu'ils sont en train de transférer plus de leur volume vers la digitale. Et ça, c'est notre opportunité, en effet. Une toute petite dernière question, parce qu'il nous reste quelques secondes. On parle, Geert, justement, vous avez dit guerre des talents. Un grand défi, c'est le recrutement. Quel type de profil vous cherchez pour l'instant? C'est surtout quoi? Des développeurs? C'est product managers, alors dans le produit, pour développer le produit, les gens qui sont d'expertise dans le crédit immobilier, mais surtout aussi les développeurs. Les développeurs. Oui. Bon, les développeurs et les experts en crédit immobilier, vous êtes les bienvenus chez Hopper. On voit une belle boîte qui grandit. Elle était start-up de l'année il y a 2 ans, scale-up cette année. On ne peut lui souhaiter que le meilleur pour le futur, notamment pour 2023. On se retrouve après la pub. On parlera BeFine. Le succès, garder les pieds sur terre et le business dans le cloud. Exact Cloud Business Software. Profitez du confort d'Emma avec nos matelas récompensés, nos lits et nos oreillers. Essayez-les pendant 100 nuits, vous allez adorer. Commandez dès maintenant sur emma-matelas.be. L'abbaye de Maretsu est située au cœur de la vallée de la Molinier, aux portes de l'Ardenne belge. La nature, généreuse et préservée de cette vallée, riche en sources naturelles, en fait un endroit favorable à la flore sauvage et aux plantes les plus délicates nécessaires à la fabrication de nos spiritueux. Le secret d'une nature préservée. www.maretsu-distillerie.com. Les fêtes sont enfin là, alors profitez bien de la belle magie de Noël. Bienvenue à Strasbourg dans son marché de Noël vieux de 5 siècles. 2, 1, 0 ! De l'installation du sapin à la décoration des chalets, nous avons suivi sa préparation sans oublier la fierté locale, la Knack, la saucisse de Strasbourg aux truffes. 5% de truffes, c'est la Russe. Chaque année, c'est la même chose. Et pourtant, à Strasbourg comme ailleurs, les marchés de Noël sont devenus incontournables. Marché de Noël, les secrets d'un incroyable succès, c'est Doc Prime, lundi à 20h10 sur LN24. De retour dans Success Stories, le magazine de LN24 où les entrepreneurs et les entrepreneures nous expliquent leurs défis, leur histoire et aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors on a une émission spéciale FinTech aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir David Lambermont de BeFine. Bonjour David. Bonjour. Alors vous avez étudié les sciences commerciales, vous avez travaillé pour un des Big Four, PwC pour ne pas le nommer, pendant 3 ans, notamment pour l'audit bancaire. Ensuite vous êtes devenu
consultant indépendant, et on va le voir, c'est important pour la suite du sujet, dans le secteur financier, spécialisé notamment dans le reporting réglementaire et prudentiel. Alors, il y a 5 ans, avec vos associés, Klaas Van Imschoot et Bert de Vriend. Klaas, bonjour. Bert, bonjour aussi, s'il nous regarde. Là, vous lancez BeFine, qui devient en fait Scale Up, effectivement, qui a reçu le prix notamment du public. Le prix du public, c'est quand même toujours assez intéressant, au Digital Finance Summit. Alors, BeFine, finalement, David, c'est quoi le pitch? C'est quoi la problématique auquel vous avez voulu vous attaquer, on va dire? Alors le contexte dont on parle aujourd'hui, c'est la réglementation auxquelles les institutions financières doivent faire face et les obligations de reporting qui en découlent. On parle de quoi? On parle de ratio de solvabilité, de ratio de liquidité. C'est un secteur très spécifique. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce secteur-ci, c'est qu'il est aujourd'hui dominé par certains acteurs historiques qui sont vraiment caractérisés par des technologies relativement anciennes, des prix très élevés et une satisfaction du client qui est relativement basse. L'idée ici, c'est que partant de notre expérience, en ayant travaillé avec mes associés, comme consultant pour différentes banques, à l'intérieur des institutions, et avoir vu de près comment ça fonctionne, on s'est très vite dit non, nous on sait faire quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus agile, de beaucoup plus moderne et à moindre coût pour nos clients. C'est assez intéressant. Là, vous parlez du fait que vous êtes expérimenté dans un domaine, vous êtes habitué à utiliser une série d'outils, et puis c'est dire, ces outils, on pourrait peut-être les améliorer, et plutôt que d'aller toujours se plaindre, on va peut-être le faire nous-mêmes et lancer notre gamme de produits. Exactement. Alors quand même, vous avez évoqué le sujet, mais juste pour un peu clarifier pour le téléspectateur, on parle de la réglementation et du reporting dans le secteur financier. Pouvez-vous donner des exemples concrets? On a parlé de ratio, par exemple. Vous pouvez donner un exemple? Oui, en fait, c'est compliqué et c'est simple en même temps. Donc, une institution financière, prenons une banque, de par son rôle dans le tissu socio-économique, doit respecter énormément de règles, de limites, de seuils à ne pas dépasser. D'accord. Alors, comment les autorités publiques vérifient que les institutions respectent bien ces règles? Prenons une règle que tout le monde comprend. Les dépôts, donc l'épargne qu'une banque a en dépôt, elle peut en prêter une partie, mais pas tout, et pas à tout le monde, sous certaines limites. Okay. Alors, pour montrer aux autorités publiques, donc en l'occurrence à la Banque nationale, aux autorités de marché, qu'en tant qu'institution, je respecte ces règles, j'ai besoin de faire du reporting, donc de communiquer certaines données. Et notre métier, c'est de rendre ce reporting plus simple, plus efficace et moins cher. Plus simple, plus efficace, moins cher, et un reporting, c'était très clair votre exemple, merci David, de dire finalement l'argent que je dépose sur mon compte d'épargne, la banque peut en transformer une partie en la prêtant à d'autres, mais il y a des ratios à respecter, on ne peut pas tout prêter, et en même temps, il faut aussi avoir quelques éléments, et c'est important que ce reporting soit clair. Par contre, dire que finalement, avec vos associés, vu votre expérience et vu les outils que vous avez utilisés, vous vouliez faire mieux, ça veut dire quoi, David, faire mieux? On se concentre sur quoi quand on veut faire mieux quand on lance un produit comme celui-là? Oui. Alors, il y a certains points cardinaux. Il y a beaucoup de choses, naturellement, qu'on pourrait énumérer ici. Il y a certains points cardinaux. Je pense que le premier serait la carte de la digitalisation. Donc, aujourd'hui, de nouveau, si on prend le processus dans son entièreté, donc c'est une activité constante. Le reporting, c'est quelque chose qui est, depuis 2018, quasi journalier. Les outils, aujourd'hui, couvrent une toute petite partie du processus. Tout le reste se fait offline, en Excel, sur des SharePoint, dans des chats, etc. Dans notre plateforme BRX, on va vraiment ramener toute cette activité. Donc, on va avoir une vue beaucoup plus holistique et on va digitaliser, centraliser tout ça sur notre plateforme. Okay, ça, c'est une chose, par exemple. Donc, c'est un vrai avantage pour le reporting. Vous avez une plateforme où il y a tout, plutôt que d'avoir 36 fichiers, entre guillemets, et formulaires à compléter. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez un avantage pour la collaboration avec le public. C'était ça le défi aussi de faire mieux, cette collaboration avec les autorités, c'est quoi? Donc, l'idée ici, c'est que les autorités également, et ça a été démontré par des institutions européennes telles que le BA, le CB, c'est que le coût de compliance, de reporting, ne cesse de s'accroître d'année en année. Donc il y a vraiment une réflexion dans le secteur de comment est-ce qu'on peut standardiser
ce processus-là, tant du côté du superviseur que du côté des entités supervisées. Et le régulateur met énormément de choses à disposition. Nous, ce qu'on va faire, c'est que tous ces building blocks, si vous voulez, on va les ingérer automatiquement, mais on ne va rien redévelopper nous-mêmes. De nouveau, par opposition aux acteurs aujourd'hui qui vont tout recoder, tout retranscrire dans leur outil. Ok, donc c'est un petit peu... On va ingérer ça de manière à ce que quelques jours ou en quelques semaines, on puisse mettre ça à disposition de nos clients. Et donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire le public et les autorités font un logiciel et vous, en fait, vous avez l'interface qui permet d'utiliser au mieux ce logiciel. C'est l'idée de ne pas refaire le truc à la place de... C'est aussi quelque chose que vous faites aussi en collaboration avec les autres acteurs, je veux dire un petit peu ceux qui font la même chose que vous, mais dans d'autres secteurs, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment dans une économie aujourd'hui, on appelle le partenariat. API économie, marketplace économie, où cette espèce de vision qu'on avait anciennement de un produit commun pour tout le monde, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est plus sur des aspects modulaires, où on a des partenaires qui ont la même vision que nous, mais dans, on va dire, des parties de processus légèrement différentes. Et ben nous, on va intégrer tous ces modules, toutes ces applications, pour offrir quelque chose qui est parfaitement ajusté aux besoins du client et aux obligations auxquelles ce client doit répondre. Ok, donc c'est assez intéressant. Vous êtes le spécialiste du reporting. Vous faites en sorte de bien vous connecter avec le public pour le reporting aux autorités et en même temps dire on peut vous proposer un espèce d'assemblage avec le spécialiste dans les autres domaines plutôt que d'essayer d'être un généraliste qui fait bien une chose, qui ne fait pas bien les autres. Vous vous assemblez entre best of the best, un peu comme je dirais l'agence touriste avec les spécialités de chacun, de Barracuda en passant par... On n'a pas encore choisi notre personnage, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors après, il y a un autre point aussi, c'est qu'on comprend que c'est un secteur où finalement il y a beaucoup de données. On utilise le mot data, big data. Là, votre approche, c'est quoi? Oui, là, l'approche, c'est... Et soyons honnêtes, c'est aussi parce qu'on vient de commencer, donc on a pu commencer d'une page blanche. Si vous voulez, l'évolution du reporting ces dernières années, c'est qu'on est parti de petites cases à remplir vers quelque chose qui de plus en plus ressemble à un flux continu de données. Si on reprend notre exemple des crédits, journalièrement, les banques doivent communiquer à la Banque nationale tous les crédits qui ont été octroyés ce jour-là. Et on a vraiment embrassé ce nouveau concept, ce nouveau angle. Et l'idée, c'est vraiment que notre plateforme est pensée pour optimiser de manière continue ce transfert de données. Alors, vos clients, ce sont les banques essentiellement? Les institutions financières, c'est quoi? Les banques à 90%, mais également les entreprises d'investissement, telles que les sociétés de bourse ou les compagnies d'assurance. En fait, chaque institution qui est sujette à des réglementations prudentielles. Ok, donc banque, sociétés d'investissement, compagnies d'assurance, tous ceux qui sont soumis à des normes prudentielles. Voilà. C'est intéressant, c'est ce mot réglementation et prudentielle pour protéger, entre guillemets, les actifs qu'on a en gestion. Alors, il y a un mois, bonne nouvelle finalement, vous avez intégré le groupe Regnology en Allemagne. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Donc Regnology qui est une entreprise basée en Allemagne mais qui est pan-européenne. Pan-européenne, d'accord, ok. Des bureaux en Suède, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et maintenant en Belgique aussi. Excusez-moi. Et c'est une entreprise qui partage vraiment la même vision que nous. Et ça a été une décision très consciente de notre part de dire, voilà, on veut engager la deuxième vitesse, on veut passer au niveau supérieur et on le fait dans un projet industriel qui a du sens avec une contrepartie qui a la même vision que nous. Ok, donc vous rejoignez Regnology. Vous venez d'avoir aussi le prix du public ici des Digital Finance Summit. C'est un beau prix en fait. C'est quoi l'ambition aujourd'hui de BeFine au sein notamment de Regnology? Je dirais que l'ambition de BeFine au sein de Regnology, c'est, on va dire premièrement, d'apporter du sang frais, d'apporter cette nouvelle vision sur un métier assez
conservateur, assez traditionnaliste. Hein, c'est de la finance, ça ressemble un peu à de la comptabilité. Donc, apporter notre vision au sein de ce groupe et d'un autre côté, profiter de l'assise, de l'historique et de l'assise financière du groupe et de la force de frappe commerciale pour atteindre, avec nos produits et notre expérience, des nouveaux marchés et des nouveaux clients. D'autres avantages à aller rejoindre un groupe comme ça vous apporte quoi d'autre que justement cette force de frappe européenne, mais quels sont les autres éléments? Alors, ce qui nous différencie, on va dire, avec Rignology par rapport à d'autres plus gros acteurs, c'est quelque chose de très très intéressant où on croit vraiment très fort dans cette évolution-là. C'est la collaboration entre les superviseurs et les entités supervisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rignology est la seule société en Europe qui s'adresse tant aux entités supervisées, donc les banques, les assurances, comme on a parlé, mais également les superviseurs. Donc c'était deux côtés de la plateforme. Les autorités de marché et les autres institutions qui supervisent le secteur financier. Et en offrant un socle technologique commun aux deux côtés du spectre, on est vraiment convaincu qu'on va apporter notre pierre à une supervision plus efficace et à un marché financier plus stable à l'avenir, à notre échelle bien sûr. Le reporting prudentiel avec une belle boîte comme effectivement on vient de le voir maintenant. On se retrouve nous après la pub. On parlera notamment de ce fameux livret P pour apprendre à épargner dans le secteur immobilier. De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors on est aussi quand même ici avec un serial entrepreneur, Nadim Takchi, bonjour. Bonjour. Alors vous avez étudié à HEC Paris, Babson College aussi à Boston, on rappelle c'est le numéro 1 en tout cas pour l'entrepreneuriat. Vous avez travaillé dans un fonds d'investissement dans l'immobilier. On reviendra là-dessus parce que c'est un secteur qui vous passionne. Une première boîte que vous avez créée dans le crowdfunding en France qui s'appelle Credit.fr. Vous étiez le numéro 2 en France. Et puis, vous avez travaillé dans le conseil et la formation en blockchain, notamment pour une institution financière. Vous avez rejoint Cambridge Blockchain où vous avez notamment convaincu PayPal, c'est pas une petite boîte, d'investir massivement dans cette boîte de blockchain. Et puis en 2020, la Banque centrale, autre expérience, du Liban, vous contacte pour lancer notamment un fonds, une plateforme d'investissement au Luxembourg qui lèvera au total 175 millions de dollars et puis pour faciliter notamment le financement des industriels libanais. Alors ça, dernière étape de ce parcours, enfin il y en aura peut-être d'autres encore après, en 2022, vous lancez Livret P. Alors Livret P, à quelle problématique avez-vous voulu vous attaquer finalement en lançant Livret P? Alors, ce qui est intéressant de noter en parallèle de toutes ces expériences entrepreneuriales, c'est que je suis aussi passionné d'immobilier et donc investisseur à part entière là-dedans avec plus d'une douzaine d'opérations réalisées ces dernières années pour plusieurs millions d'euros. Et la problématique en fait, à laquelle on s'adresse dans le cadre du livret P, c'est les 9 000 milliards d'euros qui dorment sur des comptes courants et des livrets qui ne rapportent pas grand-chose en Europe. 9 000 milliards, c'est important. C'est 9 trillions. 9 000 milliards qui dorment sur les comptes. Okay. Dont 2 trillions. Rien qu'en France. Rien qu'en France, ok. Et en fait, ça, c'est dû au manque de solutions accessibles, simples et intéressantes qui existent sur le marché. On a donc voulu en fait créer le livret P dans le cadre de la combinaison entre la simplicité et la liquidité d'un livret bancaire, comme le livret A en France, et la performance et la performance et la sécurité de l'immobilier, tout ça à portée de main sur une application mobile. Alors dans une application mobile, peut-être venir un peu concrètement sur quoi il parle. Donc on a bien compris, j'ai de l'argent qui dort sur mon compte. Qu'est-ce que vous avez mis comme application pour me motiver à dire allez, je vais quand même la faire bouger, ce sera plus liquide, je pourrai le récupérer plus facilement, c'est ça quand on parle de liquidité. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans cette application en fait? Donc on a créé le livret P qui est le livret d'épargne de Pierre qui permet en fait d'ouvrir son compte en 1 minute de manière complètement digitalisée et de pouvoir épargner à partir de 100 euros sans frais contre un rendement alors de 4 à 6% et la possibilité de récupérer ses fonds comme pour un livret bancaire à tout moment sans pénalité. Alors, on a bien compris comment vous collectez les fonds. Vous dites aux gens, tiens, investissez simplement à partir de 100 euros dans
dans ce fonds-là. Mais vous, derrière, qu'allez-vous faire avec tout ce que vous allez collecter pour les investir et faire en sorte de pouvoir offrir la rentabilité promise? Alors, du coup, nous, avec les fonds qu'on récolte, on va les investir sur de l'immobilier résidentiel, donc dans des appartements, des maisons, des immeubles, dans le centre des grandes villes françaises. Là, on a une tension locative importante et donc un risque fortement maîtrisé. Il faut bien savoir que notre objectif principal, c'est de maîtriser le risque de nos investisseurs, de nos épargnants. Alors oui, c'est bien, c'est de protéger, entre guillemets, pas prendre trop de risques, mais tout en amenant une belle rentabilité. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait finalement que ce modèle fonctionne par rapport aussi à d'autres modèles d'investissement? Alors nous, en fait, une des choses en fait, qui nous caractérise par rapport à d'autres investissements, c'est qu'on est sur une solution qui est unique aujourd'hui sur le marché. On va aller notamment sélectionner des investissements qui sont dans le centre-ville, à Villejuif, à Nanterre, donc qui sont très proches de Paris, ou à Lyon, par exemple. On fait plusieurs acquisitions en ce moment. On est sur une solution qui est unique. Elle est unique de par son accessibilité, où on rend accessible un produit qui ne l'était pas. On a parlé d'onboarding en 1 minute, on valide son identité, son KYC très rapidement, à partir de 100 € sans frais. Et aussi, traditionnellement, les produits liés à l'immobilier n'offrent pas ou très peu de liquidité. Et nous, on a réussi à garder la performance qu'on offre aujourd'hui à nos utilisateurs, tout en offrant en parallèle cette liquidité-là. Ok, donc si j'ai besoin très vite d'argent, je peux aller sur le compte et la récupérer assez rapidement. Aujourd'hui, en 24 à 48 heures, on arrive à récupérer ces fonds. Maintenant, là, selon moi, en tout cas, la chose qui nous caractérise et qui nous différencie le plus de tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est notre modèle économique, où on va se rémunérer uniquement sur la performance de ce qu'on fait. Et on n'est pas du tout dans une optique de commission. Ok, donc vous rémunérez uniquement sur la performance, vous ne prenez pas, si j'entends bien, de commission. C'est quoi alors le modèle de rémunération en fait? Donc en fait, nous on va aller se positionner sur des biens qui vont rapporter en rentabilité locative 5,5, 6, 6,5, 7%. On va se rémunérer dans un premier temps sur le différentiel de rendement entre ce qu'on génère et ce qu'on paye à nos épargnants. Donc uniquement si vous arrivez à dépasser ce rendement. Sinon vous ne gagnez rien. Sinon on gagne rien. En fait, nous on paye nos utilisateurs, nos investisseurs en premier lieu et on se rémunère par la suite. Okay. Donc sur le différentiel de rendement et la plus-value latente du patrimoine. Alors, vous dites aussi, un des avantages du produit, c'est la liquidité. Alors moi, maintenant, juste pour bien comprendre, quand on dit on a investi dans un bâtiment, récupérer mes parts, ça ne peut être si aussi facile que ça, parce qu'on a tendance à dire le temps qu'ils revendent le bâtiment, etc. Comment vous faites pour garantir justement cette possibilité de liquidité pour les personnes qui investissent chez vous? Alors nous on fait donc, on ne garantit pas la liquidité à proprement parler, mais on a mis en place une poche de liquidité qui permet d'assurer les sorties quand elles interviennent. Forcément, quand on a des gens qui veulent sortir, on ne va pas aller vendre un ou plusieurs biens. En tout cas, dans une certaine mesure. On est en train de travailler avec plusieurs banques là en ce moment pour que d'ici la fin de l'année 2023, on soit en mesure d'avoir une ligne de crédit supplémentaire qui vienne, elle, assurer la liquidité de tous nos épargnants. Alors c'est vrai que c'est une bonne solution qu'on entend un peu ce que vous expliquez pour pouvoir apprendre, je veux dire, un petit peu à investir, se forcer à mettre 100 € de côté. J'ai cru comprendre que c'était aussi quelque chose que vous preniez un peu comme une mission, ça? Oui. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur au niveau du livret P, c'est de mettre en place en fait une application éducative pour venir pallier au manque d'information ou même d'éducation financière des plus jeunes et des moins jeunes, puisque c'est un vrai fléau alors en France et aussi dans plein de pays européens. Donc on a mis en place cette app éducative où on va venir de manière très transparente informer tous nos utilisateurs sur nos acquisitions, notre manière d'investir, notre stratégie pour qu'ils puissent s'en imprégner et puis l'appliquer à titre personnel. On va aller alimenter l'application Livret P d'articles réguliers où on va apprendre en fait des choses dans le monde immobilier ou de l'épargne. Et on a également sorti, on a la Question of the Week, qui est un quiz hebdomadaire sur l'immobilier ou l'épargne qui permet à nos utilisateurs de pouvoir booster leur rendement, donc de gagner des pourcentages supplémentaires en se connectant toutes les semaines et en répondant correctement à un quiz, donc à une question sur ces sujets-là. Donc l'éducation financière comme un peu un levier aussi du rendement. Donc c'est vraiment un win-win pour eux. Ils apprennent et en même temps, ils peuvent gagner un peu plus. Alors vous avez été élu Société FinTech coup de cœur du jury. Ça c'est souvent, c'est bien, hein, ça c'est pointu, parce que le jury a vraiment dit oui, en disant aussi que parfois peut-être que dans le public, il y avait peut-être juste... non, ça me fait toujours rire quand il y a ça, mais c'est intéressant, c'est que vraiment le jury a craqué pour l'offre. Vous en êtes où aujourd'hui en fait dans ce business model? Vous avez lancé cette solution récemment. Vous en êtes où dans le business model? Et puis alors,
Quelle est l'ambition? Et puis on pourrait switcher aussi sur les prochaines étapes. Mais d'abord, vous en êtes où? Alors, on s'est lancé il y a à peu près 6 mois. On a déjà on a eu une croissance organique qui a été très forte, puisqu'on a dépassé les 7000 utilisateurs aujourd'hui sur l'application. 7000 en 6 mois. 7000 en 6 mois avec un budget marketing proche du néant. Donc, et là, je félicite toute l'équipe pour tout le travail qui est fait, puisque ce n'est pas simple de pouvoir se développer de cette manière-là. On a plusieurs millions d'euros qui ont déjà été investis sur l'appli. Et, donc, tous les jours, on a de plus en plus d'épargnants qui viennent booster un peu leur épargne chez nous. Ça, c'est le début, c'est où vous en êtes. Quelle ambition, alors, maintenant, on peut voir? Alors, à partir du début de l'année 2023, le livret P va devenir une plateforme de tout l'immobilier accessible, puisque c'est ce qui nous tient aussi à cœur, c'est vraiment l'accessibilité à ce type de produits. Donc, nous allons lancer de nouveaux produits à destination de notre communauté via des partenaires. Donc, on a par exemple des SCPI partenaires. Donc, SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier ou des Real Estate Investment Trusts en anglais, qu'on va pouvoir proposer. Retenir pour dans un dîner, si jamais ça pose. Ça peut passer, ça passe crème. Et donc, on va pouvoir proposer ces solutions très, très bientôt, à moindre frais. Donc à frais réduits sur notre plateforme. Donc les gens vont pouvoir investir chez nous et pouvoir économiser énormément d'argent sur les frais qui sont généralement ponctionnés sur ce type de placement. Et on a aussi et surtout des produits de private equity immobilier ou de club deal immobilier qui sont généralement réservés à des happy few, des investisseurs professionnels qui ont l'habitude de faire ça et qu'on va rendre accessible à des petits montants. Oui, donc vous allez, entre guillemets, c'est comme si j'achète un grand building et je le divise en toute une série de petits morceaux et moi je peux acheter une petite part, quoi. C'est ça un peu? Oui, ça c'est pour les clubs deal immobiliers. Et puis pour tout ce qui est private equity, en fait, on va passer par des partenaires qui ont 20-30 ans d'expérience dans l'immobilier, qui vont aussi venir rassurer de par leur track record, qu'on va proposer sur notre plateforme. Et au lieu de mettre 100 000 ou 500 000 euros, qui sont les tickets minimum généralement pour ce type de placement, on va pouvoir y aller à partir de 100 euros ou 1000 euros chez nous. Est-ce qu'on peut dire que finalement votre mission, c'est lié à votre passion, comme vous l'avez dit, c'est apprendre à investir dans l'immobilier de manière accessible et apprendre finalement à mieux épargner pour mobiliser, on retient le chiffre, c'est 9 000 milliards d'euros. C'est ça le but? C'est un peu ça que vous mettez comme mission? Ça fait partie de nos missions. En fait, notre mission, c'est vraiment donc de démocratiser l'immobilier, mais aussi de participer à l'amélioration du pouvoir d'achat. Non pas en mieux consommant ou en mieux dépensant, mais surtout en mieux épargnant. Et ça, c'est une vraie différence et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Nadine Tachki, merci beaucoup pour cette présentation et encore félicitations pour ce prix coup de cœur du jury. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et j'étais très heureux d'avoir cette petite émission spéciale FinTech. J'espère que vous avez appris autant que moi. À la semaine prochaine pour d'autres émissions et d'autres Success Stories.